premier élément qu'elle a dû apprendre à faire, c'est de prendre du recul pour accepter après ça d'observer. Ah ouais, mais c'est ça que je suis en train de me raconter. Et si je prends cette posture haute que tu décrivais au-dessus de l'épaule, derrière la tête ou peu importe, cette espèce de témoin bienveillant, cette espèce de vieux sage intérieur qui est capable d'observer ce qui se joue sans être pris dans l'histoire, bien là, je développe de la maturité et je peux départager qu'est-ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre. Bonjour tout le monde, c'est encore moi et ma belle amie Geneviève, épisode 78 du podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, on parle de oser se dissocier des histoires que je me raconte avant d'aller plus loin. Geneviève, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien. Ouais, hein? On continue à prendre la vague ensemble. Dans le plaisir. Écoute, ça m'interpelle beaucoup le sujet d'aujourd'hui. Tu viens de le dire, hein, se dissocier de mes histoires et de ce que je me raconte, parce que dans le fond, c'est comment être capable de prendre la hauteur par rapport aux situations intenses que je vis, puis comment justement être capable de diminuer l'intensité de ces situations-là, puis aussi de récupérer mon pouvoir sur les événements. Puis ces fameuses histoires qu'on se raconte, c'est quoi les risques à les entretenir. Fait que c'est vraiment un beau sujet qu'on aborde avec toi aujourd'hui. Bienvenue les nouveaux. Hein? Vraiment, la communauté de Courageusement Humain est vivante, est dynamique, puis aussi, elle vit grâce aux anciens. Alors, bienvenue à toi aussi, même si ce n'est pas la première fois. Tu es toujours le bienvenu, puis ça me fait plaisir de pouvoir t'offrir des sujets différents. Alors, tu arrives avec quoi, toi, Ghislain, aujourd'hui? Une certaine forme d'excitation. On est challengé un petit peu, alors c'est bien. Puis encore co-créer quelque chose avec toi, Geneviève, pour moi, c'est toujours une expérience remplie de fluidité, donc c'est cool, c'est bien. Wow. Ah, c'est le fun de t'entendre parce que moi, c'est le plaisir qui est là. Parce que, tu sais, juste avant d'être en onde, j'étais en train de dire « Oh, j'ai chaud, c'est ça! » Puis là, recording! Ah! Fait que je suis dans cette énergie-là de plaisir, de naturel, de spontanéité. Puis ça me fait plaisir qu'on le partage ensemble. Puis que c'est ça qui transparaît dans le début de ce podcast-là aujourd'hui. Hein? Ça fait du bien. C'est génial. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu n'en avais pas parlé, j'aurais pu le couper au montage. Mais à ce temps que tu en as parlé, je vais le laisser. Je l'assume entièrement. Les filles vont me comprendre. Oui, absolument. Je le sais, je le sais. Donc, épisode 78, qui vient après, évidemment, qui vient après l'épisode 77, évidemment. Mais dans l'épisode 77, il a été question des besoins. On a parlé un petit peu plus tôt d'authenticité, on a parlé de valeur, on a parlé d'émotion, on a parlé de besoins. Cette fois-ci, on fait le lien avec les histoires qu'on se raconte. Et dans l'épisode 76 sur les émotions, se reconnecter à ce qui est vivant en soi, on a parlé de l'importance de prendre du recul. Puis j'aimerais peut-être juste, si tu veux bien, rapidement rappeler ce que c'est, parce que si tu n'as pas écouté l'épisode 76, je t'invite à le faire, courageusementhumain.com/076. Mais en même temps, juste pour, si tu l'as écouté, puis être certain qu'on est à la même place. Donc, prendre du recul, ça veut dire que j'accepte qu'il y a quelque chose qui s'installe entre la situation et ma réaction. Comme je le disais plus tôt dans un épisode précédent, si le contexte faisait en sorte qu'on vivait tous la même chose, on serait tous hyper allumés, excités à l'idée de parler en public, par exemple. Et ce n'est pas le cas. Ça veut donc dire qu'entre l'événement et ma réaction, il y a ce que nous, on appelle le monde intérieur, donc le cinéma mental, toute la notion de cinéma mental qui éveille, qui soulève les émotions, les sentiments, qui cache des besoins. Et ensuite de ça,
qui me permettent d'agir, de choisir, au lieu de réagir. Donc, prendre du recul, c'est d'abord d'accepter que ça, c'est quelque chose de véridique dans mon expérience. Ah oui, c'est vrai, ça m'appartient. Après ça, on va parler de prendre de la hauteur. Geneviève, prendre de la hauteur, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, dans le fond, là, moi, j'aime beaucoup la notion de témoin bienveillant. Là. Ça m'a déjà été popé. Je ne sais plus si c'est dans une formation ou dans un suivi 1 à 1, mais cette position-là de témoin bienveillant, bien, on le voit, il est ici. Fait que c'est un peu comme un vieux sage hein, ou quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui a cette capacité-là d'observer ce cinéma-là mental qui se passe, puis que là, il y a des actions, puis là, ça nous permet aussi de mieux identifier nos émotions, nos sentiments, puis qu'est-ce qui s'active ici en nous, puis après ça, de voir c'est quoi le besoin qui se cache en arrière de ça, là. Fait que je ne sais pas si toi, tu as... Je vais juste faire du décodage parce que là, tu parles à ceux qui nous regardent, mais il Oui, y a ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. oui. Donc, quand tu disais, c'est de prendre la position ici, ta main Ah est oui, au-dessus de ta tête, un petit peu derrière. Et quand tu disais les émotions, les besoins, tu avais les mains plus vers le cœur, vers le ventre. Donc, oui. c'est à ça qu'on faisait référence. Oui, ouais, merci, merci. Hein. Moi, je m'adapte à ce beau visuel-là et c'est l'auditoire. C'est parfait. Puis là, je suis en train de me dire, t'avais-tu un exemple concret, toi, à donner? Parce que moi, j'en ai là, qui me pop dans la tête, mais Oui. Ben, en fait, euh, j'accompagnais quelqu'un ce matin qui m'a parlé d'une situation où son équipe est pas super proactive. Tu sais, elle, c'est la gestionnaire. Elle a une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est des professionnels. Puis, pour elle, les professionnels devraient prendre plus d'espace, d'initiative, puis pas avoir à être pris par la main, etc. Et c'est justement ce qu'elle disait, tu sais, je suis tanné de les prendre par la main. Je suis tanné de les prendre par la main. Et quand je lui demandais, mais qu'est-ce que tu observes qui te laisse croire que tu as à les prendre par la main? Ben, je dois leur répéter, tu sais, que j'ai besoin de ça, que c'est le temps de faire ça, que c'est le temps de faire ça. Mais quand on a gratté pour faire une histoire courte, euh, la prise de conscience qu'elle n'avait pas fait, c'est que moi, j'aurais pu observer les mêmes indices, les mêmes informations, et pas en déduire que ces gens-là avaient un manque d'autonomie ou de volonté de s'impliquer, etc. OK, OK. Et premier élément qu'elle a dû apprendre à faire, c'est de prendre du recul pour accepter après ça d'observer. Ah ouais, mais c'est ça que je suis en train de me raconter. Je suis en train de me raconter une histoire qui dit que, ah ouais, mais tu sais, dans le fond, s'ils étaient responsables, s'ils aimaient vraiment leur job, tu sais, ben, ils seraient beaucoup plus proactifs que ça. Et ça, c'est un jugement potentiellement erroné, c'est des croyances potentiellement erronées. C'en est un exemple. Et ça se peut-tu, Ghislain, on dirait qu'en t'écoutant, je me dis, quand on tombe dans, on est en train de se raconter des histoires, ça se peut-tu qu'on tombe comme dans des espèces de généralités? Exactement. Puis, tu sais, parce que, parce que moi, quand je me raconte des histoires, ça arrive, là, la personne la plus merveilleuse actuellement dans ma vie, c'est un de mes ex. Puis je ne sais pas si toi qui es en train d'écouter, tu as des exemples qui montent, mais je glisse rapidement. Tu sais, je considère cette personne-là bonne, généreuse et tout ça, mais à partir du moment où qui arrive justement un élément inconfortable, mettons, on a un enfant ensemble, l'enfant est malade, et là, comme parents, on doit être des coparents puis se mettre ensemble pour aller de l'avant. Elle ne peut pas aller à la garderie, qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, là, tout de suite, quand j'interpelle la personne que je reconnais bonne et bienveillante, là, me pop dans son, mettons, il fait juste expirer. Hey, là, je pars. C'est ça. Sa job est plus importante. Il n'est pas disponible. Il voudrait l'être. Mais finalement, il n'est pas. Hey, là, je tombe. Il est toujours demain. Hey, là, j'ai vraiment besoin de faire. Hey, respire, OK. Puis peut-être que tu as juste à arriver en mode solution, puis ça va être plus facile, la communication, tu sais.
mais ça me demande de me voir aller en train de partir mon pilote automatique de ma cassette sur ben voyons donc, c'est bien, tu sais, puis en tout cas, fait que je ne sais pas si ça t'interpelle comme exemple. Donc, prendre la hauteur, c'est distinguer justement le pilote automatique du reste. Pilote automatique, c'est ce que tu viens de dire. Cette personne-là, elle soupire, et là, toi, ta cassette est partie. Ton cinéma est parti, puis là, le film, il est juteux, puis il est bon. Et assurément, le héros, c'est pas l'autre. Il y a plus le rôle du méchant. Donc, ça, c'est le pilote automatique. Prendre du recul, c'est dire, OK, là, comme tu dis, là, je respire, là, je me recentre. Hein, tu serrais la main puis tu l'amenais vers le cœur. Je me recentre. Je me recentre parce que là, je sais que si je ne prends pas du recul, je vais déverser dans la relation, dans ce cas-ci, je vais déverser des atrocités qui vont nuire potentiellement à la relation ensuite. Et prendre la hauteur, c'est d'être conscient de « Ah, c'est ça l'histoire que je me raconte. Je suis en train de me dire que c'est ça. OK, c'est beau. Tu te racontes cette histoire-là et qu'est-ce que ça soulève chez toi? Ça soulève quoi? De l'irritation, de la tension, de la frustration? Ben oui, puis là, on est carrément dans le podcast 76, hein, quand on parlait des émotions puis des sentiments. Fait que c'est sûr, de l'irritation. Puis là, ben, après ça, rapidement, c'est d'aller, c'est quoi mon besoin? Hey, moi, j'ai besoin de collaboration. J'ai besoin d'être en mode solution. Ça, c'est mon besoin. Puis là, on rejoint le podcast 77 qu'on a fait la semaine dernière. Mais c'est aussi, quand je ralentis puis que je prends de la hauteur, bien, ça me permet de retrouver mon pouvoir personnel plutôt que d'être en attente puis accusatrice par rapport à l'autre puis par rapport à ses comportements, parce que lui, il est parfait comme il est, là, avec ses réactions puis tout ça. Bien, moi, j'arrête d'être en mode réaction. Puis là, je me vire vers moi, je me mets un miroir, puis là, je me regarde aller, puis là, je peux me questionner. Là, c'est quoi l'information que j'ai? Puis là, c'est quoi ma réalité? Hein? Puis là, de bien dissocier tout ce qui est ma posture. Puis, dans le fond, je dis ma posture, mais ça serait-tu mieux de dire le mot est où ma maturité émotive par rapport à ça? Je sais. Ouais. Moi, j'aime bien parler. Je sais que ça choque certaines personnes, puis le but, ce n'est pas ça, mais j'aime bien parler de maturité émotionnelle et de maturité relationnelle. Aujourd'hui, il n'est pas question de maturité relationnelle, mais la maturité émotionnelle, pour moi, c'est cette capacité que j'ai à accepter que mon cinéma mental, c'est ça qui me place dans l'état dans lequel je suis. Et si je prends cette posture haute que tu décrivais au-dessus de l'épaule, derrière la tête ou peu importe, cette espèce de témoin bienveillant, cette espèce de vieux sage intérieur qui est capable d'observer ce qui se joue sans être pris dans l'histoire, bien là, je développe de la maturité et je peux départager qu'est-ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre. Par exemple, si j'ai une blessure par rapport au respect ou par rapport à la collaboration, puis que j'entends l'autre soupirer comme dans ton histoire, ça se peut que cette blessure-là s'active tellement rapidement que je suis déjà en train de condamner l'autre sur le manque de collaboration puis le manque de respect, quand en réalité, c'est moi qui porte ça. C'est moi qui porte ce manque-là. C'est moi qui porte cette douleur-là. Tu sais, tu dis souvent, est-ce que je pars de la partie pleine ou de la partie vide? Ouais. Si je pars de la partie vide, je pars de cette partie en manque, je pars de cette partie blessée, on est parti pour une méchante danse carrée, ça va mal finir. Ouais, ouais. Au diable, puis... au diable les ceintures fléchées. Puis pourtant, j'aime beaucoup la musique et les danses traditionnelles. C'est drôle que tu donnes cet exemple-là. Mais concrètement, je le sais, Ghislain, que tu es quelqu'un qui est en mode solution. Y aurait-tu un exercice que tu nous proposerais pour juste s'aider à ne pas tomber justement dans le piège du pilote automatique? Oui, ah ouais. Bien, l'exercice que je propose, c'est un exercice qui est à la fois simple et complexe, dans le sens que c'est simple, les étapes sont simples. Prendre le temps de les faire et de se déposer, c'est vraiment là qui est le vrai défi. OK. Donc, l'exercice que je propose, j'en ai fait des centaines de cet exercice-là quand j'ai
pris contact avec cet exercice-là il y a une vingtaine d'années. Tu le sais maintenant, je suis un petit peu intense. Quand je décide que je veux maîtriser quelque chose, je m'y mets à fond. J'en faisais 7, 8, 10 par jour. Quand je revenais avec tout ça, mon formateur, il capotait. Il disait, mais ça se peut pas, tu sais, as-tu une vie, relax? Oui, mais j'ai besoin d'intégrer. Tu sais, j'ai fait du dommage dans ma relation amoureuse parce que je n'avais pas cette habileté de prendre du recul. Je n'avais pas cette habileté de la maturité émotionnelle. Je ne pouvais pas être mature sur le plan relationnel parce que je n'étais pas mature sur le plan émotionnel. Si je ne suis pas mature, moi, tout seul avec moi-même, je ne peux pas être mature dans ma relation avec l'autre. Ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a une gymnastique derrière ça qui amène de la souplesse. Puis ça, on le sait, là, quelqu'un physiquement qui veut faire le grand écart, tu ne commences pas à être raide comme un piquette puis grand écart de main. Il y a un processus. Fait que dans le fond, l'exercice que tu vas nous proposer, c'est une forme de processus. Oui, c'est un processus qui va permettre de développer de la souplesse pour reprendre ton exemple. Donc, une feuille de papier que je mets en mode paysage, donc le plus large sur la largeur. Okay. Première colonne, ce que je fais, c'est je vais décrire la situation sans jugement. Et c'est là que le défi est. Par exemple, mon ex ne veut pas collaborer. Ce n'est pas des faits, c'est un jugement. J'ai annoncé à mon ex que la puce était malade et il a soupiré. Si on est 10 à regarder la situation, puis on décrit les 10 de la même façon, on est probablement plus dans le factuel que dans les perceptions, les jugements, les généralisations. On pourrait tous être dans le champ aussi, ça arrive, mais il y a plus de chances qu'on soit à bonne place. Souvent, la question que je me pose, c'est si quelqu'un d'autre regardait la même situation, est-ce qu'il pourrait la voir autrement? Si la réponse c'est oui, je ne suis pas dans les faits. Donc, première colonne, c'est décrire les faits, et normalement, c'est très court. C'est observable, c'est mesurable. Exactement. Okay. Première colonne, c'est ça. Deuxième colonne, quelles sont les émotions qui émergent maintenant? La colère, la frustration, de l'irritation, du doute, de la culpabilité, de la honte. Bref, il y a une foule de choses qui arrivent. Et souvent, les émotions, quand je prends le temps de m'asseoir et de décélérer, je vais peut-être en avoir plusieurs. Je vais peut-être avoir des émotions qui viennent d'une histoire que je me raconte par rapport à l'autre. Puis un petit peu plus tard, je vais peut-être avoir des émotions par rapport aux émotions que je me raconte par rapport à moi. Exemple, je reviens dans la situation dont tu nommais. Première colonne, j'ai annoncé à mon ex que la puce est malade. Il a soupiré. Là, colère, frustration, irritation, Là, je laisse ça décanter. Mais là, après ça, je peux avoir de la culpabilité puis de la honte qui émerge parce que je me dis, mon Dieu, je suis bien dur avec lui. Je pourrais lui donner un break, tu sais. Il a toujours été là, il a toujours bien pris soin de moi, de la petite, etc. Il est hyper responsable. Je suis super confortable quand il y a la petite avec lui. Alors là, ça me fait vivre d'autres choses, toujours par rapport à la même situation, au même déclencheur. Donc, les émotions, je les liste. Et après ça, troisième colonne, quels sont les besoins qui sont en lien avec ces émotions-là? Généralement, une émotion peut cacher une émotion ou un sentiment. Une émotion ou un sentiment peut cacher un besoin. Fait que s'il y a 4-5 émotions, 4-5 sentiments, ça se peut qu'il y a plusieurs besoins. Et quand je prends le temps de ralentir, de me brancher à ça, je vais pouvoir accéder à cette liste de besoins-là. Et pas besoin de chercher à midi à 14 heures. Tu as besoin de quoi? C'est quoi l'élan qui est là? Moi, j'aurais besoin qu'ils m'accueillent. J'aurais besoin qu'ils se sentent aussi concernés que moi par la situation, qu'il y ait le même degré d'urgence et qu'il y ait le même désir de se mettre en mode solution. Ah, OK, déjà, je me sens mieux. Je me sens plus légère. Oui. Ah oui, ça fait du bien à entendre. Et finalement, deuxième colonne, oui. Oui, dernière colonne, c'est parce que souvent, cet exercice-là, moi, je vais le faire après. Il est arrivé une situation, ça ne s'est pas super bien passé. Fait que là, ma dernière colonne, je la sépare en deux.
dans le haut, je mets la réaction que j'ai eue. Ben là, j'ai été un peu rude avec José. J'ai claqué à la porte. Je me suis renfermé. J'ai boudé. Je m'en suis pris à l'autre. J'ai fait un trou dans le mur. J'en fais plus, mais je l'ai déjà fait. J'ai donné un coup de pied dans la poubelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais je l'ai déjà fait. Donc, ça, c'est dans la partie du haut. Puis dans la partie du bas, je me dis, OK, maintenant que j'ai identifié les faits, que je vois l'histoire que je me raconte, qui soulève les émotions, qui cache les besoins, comment j'aimerais agir de façon mature émotionnellement la prochaine fois? Ce qui est fascinant de cet exercice-là, c'est qu'un jour, mon cerveau, il ne se souvient plus si je l'ai vécu en vrai, à vitesse normale, ou si je l'ai vécu par après au ralenti. Et là, ce que je commence à faire, c'est de créer le monde des possibles. Et je commence à créer à l'intérieur de moi des, des trajets neuronaux, sans être trop théorique, là, mais je me donne accès à des nouvelles façons d'agir, qui un jour va devenir une réaction, mais pour l'instant, qui a besoin d'être vécu à vitesse plus basse. Hey, Ghislain, on dirait qu'on serait déjà rendu à parler un peu de la clé de ça. Parce Ouais. que, parce que je trouve que c'est beau d'être comme en mode solution parce qu'on le sait, l'impact négatif que ça peut avoir. Hein, ça crée du tort à nous puis aux relations autour de nous. Fait que dans le fond, si je comprends bien ce que tu viens de dire, prendre cette posture-là plus haute, ça nous permet d'être en mesure de faire le chemin au complet, de partir de la situation qui a créé un cinéma mental, qui a créé des émotions, des sentiments, qui a des besoins derrière ça, puis que là, il y a des stratégies pour être capable de combler ça par une demande ou une action concrète ou une décision qu'on prend pour soi ou qu'on communique à l'autre. Oui, absolument. Ça permet ça. Et dans le bon, le cadeau en bout de ligne, c'est vraiment la maturité émotionnelle. Quand je me détache de mes histoires, j'arrive à prendre la distance par rapport à ce que je me raconte dans mon cinéma mental et conscientiser que c'est le cinéma mental qui amène les émotions. D'ailleurs, des fois, la version que je propose, c'est ajouter une colonne de plus entre la situation et les émotions, d'ajouter une colonne ou un espace pour le cinéma mental. Ah, je me raconte que elle n'est pas correcte. Je me raconte que c'est pas correct, qu'elle devrait être proactive, qu'elle devrait faire ci, qu'elle devrait faire ça. Puis là, Et après ça, toujours, puis jamais, oui. oui, elle est toujours, puis les jamais. Puis des fois, elle est toujours, puis les jamais sur moi-même. Hey, c'est pas la première fois que tu t'en prends à lui ou à elle de façon gratuite. Comment tu devrais le savoir maintenant? Moi, dans mon cinéma mental, souvent, c'est hey, t'enseignes la communication authentique. Tu devrais être toujours sa coche. Ben non. Ben non, José pourrait vous en parler. Ouais, tu es humain comme tout le monde. Oui, Ouais. exactement. Oui. Fait que dans le fond, cet épisode-là, c'est le 78, 078. On le retrouve sur courageusementhhumain.com/078. On va lancer bientôt la communauté de Courageusement Humain. Moi aussi, je suis excitée puis j'ai bien hâte de ça. Tu vas pouvoir trouver dans cette communauté-là des ateliers, des webinaires, des événements, des directs. On va aussi avoir le retour du sommet Courageusement Humain. Alors, on annonce que c'est en novembre. Les dates sont à valider prochainement. Et puis, si tout ça t'intéresse, simplement, tu as juste à aller sur Courageusement Humain comme barre. Y a-t-il un point, Ghislain? Ouais, Courageusementhumain.com. Excuse, je commence à avoir des yeux presbytes. barre oblique communauté, parce que le E accent aigu, il n'est pas là-dedans. Et ouais. puis, voilà. Alors, tu repars avec quoi, Ghislain? Je repars avec une certaine excitation de reconnecter à mon pouvoir. Parce que le chemin que j'ai fait avec toi dans les dernières minutes, ça me permet de me rebrancher à cette maturité émotionnelle que j'aime tant, que j'apprécie tant. C'est plus difficile de m'aimer quand je suis immature sur le plan émotionnel. Ça fait partie de ma route. Mais à quel point ça me redonne du pouvoir de créer, et pour moi et pour les autres,
le beau, le doux, le possible. Donc, je repars avec ça. Ah, c'est intéressant. Moi, ce que ça fait, c'est ça m'offre, oui, l'ouverture au possible, puis cette espèce d'accessibilité-là, c'est pas quelque chose dans 10 ans impossible qui coûte cher, là. C'est accessible à portée de main. Puis à portée de main, bien, ça veut dire de développer ma souplesse intérieure pour l'atteindre, puis que oui, garder confiance qu'au fil du temps, les choses n'ont pas à être parfaites, mais juste d'être conscient qu'on s'améliore aussi. Ça aussi, ça m'apaise. Ça m'enlève beaucoup de poids sur les épaules de la perfectionniste qui sommeille quelque part en moi. Un autre petit trait commun que nous avons. Oui! Un des nombreux. Alors, ben, merci. Je conclus à la bonne façon, à la bonne vieille façon de Courageusement Humain. Vivre des situations intenses et être pris par moments, blâmer les autres, le contexte ou les circonstances, avant de se rappeler l'importance de prendre du recul, puis de la hauteur, afin de me dissocier des histoires que je me raconte et ainsi trouver ou récupérer tout mon pouvoir. Et oui. C'est aussi ça, être courageusement humain. Hey, merci, Ghislain. Merci à toi. Ça fait plaisir de prendre ce temps-là avec toi. Yes, sir. Au plaisir de te retrouver bientôt. Bye bye.